Alors, on va s'assurer que nous sommes en direct. Voilà, nous sommes en direct sur la plateforme de Droit et Liberté DL, sur la page Facebook et TikTok de Droit et Liberté DL. Nous allons attendre un petit instant, le temps que vous puissiez vous loguer. Donc, je tiens à rappeler les règles d'usage. Donc, je m'exprimerai en tant que citoyen, porte-parole de l'association Droit et Liberté. Mon propos se veut exclusivement politique dans l'analyse de l'actualité juridico-politique et journalistique. Et donc, dans ce cadre, donc j'interviendrai pour pouvoir commenter l'actualité qui a été établi sur une semaine et donc je voulais vous faire part bien évidemment de mon analyse. Donc je vous propose de partager donc la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent suivre l'actualité. Alors, vous savez, j'ai pu scruter un peu ce qui se passe et dans les discours des médias mainstream, dans ce qui s'est passé aux États-Unis lors de la rencontre de Macron et de Trump, et la manière dont les médias ont orchestré, bien évidemment, la manière de présenter les choses, je trouvais que c'est quelque chose d'assez surprenant, alors que lorsqu'on décortique l'actualité, on se rend compte que les informations réelles sont tout autres. Il faut savoir que lorsque on fait un bref recul de ce qui s'est passé au niveau de la guerre en Ukraine, les politiques européennes ont toujours indiqué qu'ils soutenaient l'Ukraine tout simplement parce que il fallait respecter le droit international sur les frontières euh, d'un pays, qu'il fallait poursuivre les auteurs de faits devant la Cour pénale internationale. Il y a eu d'ailleurs même un mandat d'arrêt international à l'égard de Poutine, notamment par rapport à certains faits. Tout cela pour indiquer que les faits sont particulièrement graves et que dans une démocratie comme défendue par l'Europe, il fallait respecter l'état de droit, respecter les valeurs démocratiques, respecter une série de valeurs et que, au nom du respect du droit international, il faut injecter beaucoup d'argent pour aider l'Ukraine à se défendre face à la Russie. Ça a été le discours qui nous a été euh, défendu dans les médias mainstream en Europe pour justifier évidemment une dépense de l'ordre de près de 50 milliards d'euros qui ont été versés par les pays européens à l'égard des autorités ukrainiennes. Alors, il est assez surprenant de se dire, mais tiens, est-ce que le discours, est-ce qu'il a changé ou pas? Est-ce que ce discours a changé ou pas? Et vous savez que Macron s'est rendu aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Nous avons vu beaucoup de sourires qui ont été échangés donc entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Et les médias mainstream nous ont présenté la chose comme étant que tout s'est bien passé pour le mieux dans les discussions par rapport au conflit Russie-Ukraine. Et on se dit, tiens, est-ce que c'est la réalité ou pas? En réalité, c'est qu'à la suite de la rencontre d'Emmanuel Macron, malgré le beau sourire d'Emmanuel Macron, Donald Trump a annoncé, dans la réalité objective, que les États-Unis vont taxer prochainement
toutes les exportations, toutes les importations au sein du territoire américain il va taxer, bien évidemment, toutes ces importations de 25%. Toutes les importations venant de l'Europe vont être taxées à 25%. Alors on se dit, mais comment ça se fait que les médias mainstream nous annoncent des bonnes nouvelles d'Emmanuel Macron avec un beau sourire dans les médias, et en même temps, quelques jours après, Donald Trump annonce la taxation des importations venant de l'Europe à hauteur de 25%. Eh bien, ça montre très clairement que le sourire d'Emmanuel Macron n'est pas lié au fait que les échanges ont été concluantes. C'est qu'il faut distinguer deux choses. C'est les accords économiques, les discussions des échanges économiques qui n'ont pas abouti et qui ont eu pour conséquence que Donald Trump va taxer les importations à 25%, les importations européennes. Donc, si vous voulez, les accords économiques ont échoué. Et parallèlement, au niveau diplomatique, il y a eu des beaux sourires qui ont été échangés, mais parce que très simplement, les Américains, donc Trump ne veut pas, diplomatiquement parlant, ne veut pas froisser la France, et la France ne veut pas froisser diplomatiquement Trump. Mais, par contre, au niveau de la guerre économique, la guerre est annoncée vis-à-vis de l'Europe. Pourquoi? Parce que Trump a annoncé juste après qu'il va taxer les importations de 25%. Alors, vous allez me dire, mais finalement, mais pourquoi l'Europe? Et ça, je me suis posé la question, même si la réponse est au bout de mes lèvres, c'est de dire, mais pourquoi l'Europe veut-elle absolument participer aux négociations de paix avec l'Ukraine et la Russie? Pourquoi? Alors que si euh, Trump arrive à trouver un accord de paix, ben, il n'y a pas de problème. Seul, ben, pourquoi pas? Pourquoi l'Europe doit-elle absolument intervenir? Eh bien, la raison, elle est bien simple. La raison, elle est simple. C'est pour une question purement d'argent. Et pourquoi une question d'argent? Parce qu'Emmanuel Macron a déclaré devant la presse, lors de sa rencontre avec Trump, il a déclaré que l'Europe pourrait être d'accord avec un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, pour autant que la Russie accepte de donner à l'Europe les avoirs gelés russes d'un montant de près de 220-240 milliards d'euros, qui sont des avoirs russes qui se trouvent sur le sol européen. Alors évidemment, croire un instant que la Russie va accepter de céder 240 milliards à l'Europe alors qu'elle est en position de force, ça c'est évidemment de l'imagination. Qui va croire cela? Quel est le citoyen européen qui va croire que Poutine va céder 240 milliards à l'Europe? Surtout que l'Europe, militairement parlant, ben, elle est un peu nulle part face à la Russie et face aux Américains, pour être très clair. Donc, et puis par ailleurs, je me suis quand même posé la question, qui est une question intéressante, c'est de se dire, mais comment ça se fait que Emmanuel Macron, qui agit en tant que État français, et qui en même temps, finalement, tire les États européens
dans son propre discours. Comment peut-il en même temps affirmer que la guerre en Ukraine devait perdurer parce que pour des questions de territorialité et des frontières d'un État, et ça on nous l'a bassiné depuis quand même quelques années, et qui a justifié ces 50 milliards d'euros qui ont été versés à l'Ukraine, et comment en même temps, Emmanuel Macron peut-il dire, ben, si on reçoit de l'argent, donc si on reçoit les avoirs gelés, ben, on peut effacer, on peut oublier ce qui s'est passé. Pour résumer en bref, hein, évidemment. Mais ça montre très bien que la guerre en Ukraine n'était pas une question de principe du respect du droit international, mais c'est probablement pour autre chose. Et comme est-ce pour les frontières ou est-ce pour une question de minerais stratégiques? Alors, les minerais stratégiques en Ukraine, je vais y venir parce que c'est le plus important, parce que ça montre peut-être que ce qu'on nous a raconté dans les médias mainstream, c'est probablement un mensonge. Quand je dis probablement, c'est que je laisse à tout un chacun d'interpréter l'actualité comme il l'entend. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous regardez un peu ce qu'il y a en Ukraine, vous avez des minerais qui sont nécessaires, qui sont indispensables pour le développement de l'intelligence artificielle, pour le développement de l'armement, pour le développement de la technologie médicale, pour une série de secteurs et pour, bien évidemment, tout ce qui est aérospatial. Et sans ces minerais, vous ne pouvez pas être parmi les premières puissances à l'avenir. Alors il faut savoir que aujourd'hui, si on doit exclure l'Ukraine dans le cas de ces minerais, quelle est la réalité d'exploitation des minerais rares pour l'intelligence artificielle et pour l'armement? Il faut savoir que la Chine dispose, dans la réalité, de près de 69% de ces minerais rares dans leur propre sol. Donc en Chine, il y a 69% de l'exploitation des minerais rares dans le monde, ce qui correspond à 69% des minerais dans le monde, eh ben, sur le sol chinois, il y a 69% qui sont extraits en Chine. Et donc, c'est ce qui expliquerait que les Chinois, ils ont assez pour l'armement militaire. Ils ont assez pour le développement technologique. Et c'est pour ça que les Chinois, on les entend pas, vu qu'ils ont assez de minerais rares. Par contre, la deuxième puissance après la Chine qui dispose de minerais sur leur sol, c'est les États-Unis, à hauteur de 15%. Donc rendez-vous compte, 69% la Chine, 15% les États-Unis, et puis vous avez les petites miettes à quelques endroits du globe. Donc dans la réalité, c'est que, objectivement parlant, ceux qui peuvent très bien évoluer au niveau armement, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est la Chine. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on comprend que les autres puissances, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis, veulent également être dans la course de l'armement de pointe et de la nouvelle technologie, de l'intelligence artificielle. Et donc, on comprend maintenant aujourd'hui que la guerre en Ukraine avec la Russie, c'est peut-être la question des frontières
et de la sécurité par rapport au territoire russe, mais c'est également et surtout les minerais précieux que dispose l'Ukraine qui intéressent fortement la Russie. Mais pas seulement la Russie, mais également les États-Unis. Et donc c'est pour ça que les États-Unis, et c'est pour ça que Trump, avant d'être élu, savait très bien qu'il allait avoir un accord avec la Russie, vu que les États-Unis ont grandement intérêt à avoir les minerais ukrainiens, sans quoi ils sont hors course pour l'avenir au niveau de la technologie. Et comme vous le savez, Elon Musk, ben, il est dans la technologie, de l'intelligence artificielle, au niveau de l'aéronautique, si, ces activités impliquent évidemment la nécessité d'avoir des minerais rares. Et donc c'est pour ça aussi que Elon Musk s'est associé à Trump au niveau des élections. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que si les Américains veulent absolument un accord, c'est parce que tout simplement, ils veulent absolument une partie des minerais, 50% des minerais, 50% des minerais ukrainiens. La Russie veut également avoir les minerais, c'est pour ça qu'ils veulent les parties qui ont été colonisées par la Russie. Et quid des États, et quid de l'Europe? Eh bien l'Europe, elle de son côté, l'Europe malheureusement risque de ne rien avoir du tout. Pourquoi? Ben parce que très simplement, c'est qui mène la danse? Est-ce que ce sont les États-Unis ou est-ce que c'est l'Europe? Ben c'est les États-Unis évidemment. Alors quand j'entends François Hollande dire dans la presse qu'il faut que l'Europe montre sa force aux États-Unis, ben, franchement, j'ai de sérieux doutes que les citoyens européens puissent croire un seul instant que l'Europe pourrait s'imposer dans la scène internationale au niveau militaire. Ça me paraît compliqué. Mais bon, certains pourraient le croire, comme d'autres ont cru les médias mainstream pour d'autres actualités. Et donc, on va se retrouver dans quelle situation? Dans la situation où les Américains vont avoir 50% des minerais ukrainiens, une grosse partie des minerais seront détenus par les Russes, donc les Russes vont pouvoir se développer militairement parlant, les Américains aussi, et l'Europe, dont la France, devra se taire parce que, évidemment, militairement parlant, ils sont nulle part. Je verrais mal l'Europe gagner militairement les États-Unis, ça me paraît très compliqué. Je veux rester quand même sous, sous une certaine réserve. Ça me paraît compliqué que l'Europe puisse gagner contre la Russie sans aide militaire américaine, sans financement américain. Ça me paraît quand même très compliqué. Et donc, en substance, l'Europe se retrouve en fait isolée de la scène internationale complètement et ne va rien avoir du tout. Parce que c'est les Américains qui dirigent la problématique de l'avenir de la technologie et de l'armement militaire par le biais de ces minerais. Et donc le problème, c'est la question des minerais en Ukraine. C'est une question économique de sécurité, de développement stratégique militaire. C'est pas un problème, comme on nous l'a indiqué dans les médias mainstream, un problème de respect des frontières. Ça, c'était
ce qu'on nous a dit dans les médias pendant des années, mais dans les faits, je, quand je prends acte des propos d'Emmanuel Macron dans son discours à la Maison-Blanche, il a dit clairement que si l'Europe reçoit gratuitement, sous forme de dons, les avoirs russes qui sont gelés à hauteur de 240 milliards d'euros, eh bien, il serait d'accord, l'Europe serait d'accord de, qu'il y ait une paix, en Ukraine. Par contre, s'il ne reçoit pas l'argent des Russes, alors il ne sera pas d'accord de la paix en Ukraine. Vous vous rendez compte le discours? Donc, ça montre très bien que le discours tourne autour de l'argent et non pas autour des principes, des valeurs démocratiques, telles que défendues dans les médias mainstream. Donc, vous voyez très bien qu'on assiste, moi je me base vraiment que sur l'objectivité, sur ce qui est dit par Emmanuel Macron, par Trump réellement. Et lorsque j'entends le vice-président des États-Unis qui dit lors de la conférence à Munich que ce qui est regrettable, c'est la censure au sein de l'Europe, la censure de l'information au sein de l'Europe, ben, on comprend par là que les citoyens européens font l'objet de manipulations dans le cadre de la diffusion des informations. En tout cas, c'est ce qui est en tout cas suggéré. Et quand on regarde un peu, c'est ce qu'on peut comprendre des dernières informations qui sont diffusées. Alors, je vais vous dire simplement, c'est que quelle est la conséquence de tout cela? La conséquence de tout cela, c'est que l'Europe montre clairement qu'elle est nulle part, militairement parlant, qu'elle n'a aucune position dans la scène internationale, parce qu'elle n'a rien à dire face aux États-Unis, face à la Russie. Comment, dès lors, peut-on comprendre un seul instant, parce que moi je n'arrive pas à comprendre, que la Belgique décide de continuer à envoyer des armes ou des fonds à l'Ukraine, alors qu'en réalité, l'Europe sait très bien que déjà avec les États-Unis, ça ne bougeait pas grand-chose dans le conflit Russie-Ukraine. Mais comment l'Europe peut-il espérer gagner la guerre dans le conflit Russie-Ukraine sans les États-Unis? C'est vraiment croire à l'euro-million, même si certains gagnent à l'euro-million. Donc, pour vous dire simplement que l'Europe va continuer à dépenser de l'argent pour rien, parce qu'elle ne pourra rien faire. Il n'y aura pas de guerre. Ça, il faut se le dire. Il faut rester réaliste. Vous pensez vraiment que l'Europe va faire la guerre aux États-Unis? Vous croyez vraiment que l'Europe va faire la guerre avec la Russie, sans aide militaire des États-Unis? Mais je pense sincèrement que croire cela, c'est alors marcher à l'aveugle. Et donc, l'Europe va continuer à dépenser de l'argent
pour je ne sais quoi, et qui va payer? C'est le citoyen. Parce que si les États de l'Union européenne disent aux bailleurs de fonds qui veulent faire la guerre pour la sécurité, eh bien alors à ce moment-là, ils auront de l'argent et ils pourront endetter, l'Europe pourra endetter et les États membres de l'Union européenne pourront endetter les générations futures grâce à des guerres qui peuvent être hypothétiques, qui sont clairement hypothétiques. Et donc, quand j'entends que le ministre de la Défense belge indique qu'il veut recruter des militaires pour le sol belge et pour les envoyer en Ukraine, eh bien, moi je m'interroge vraiment sur une question vraiment très importante. Une vraie question. C'est que je me dis, que se passerait-il si, par exemple, parce qu'il faut être clair, l'Europe est isolée actuellement, tant au niveau militaire, plus d'aide, de soutien militaire par les États-Unis, donc l'Europe n'est plus rien, militairement parlant. Économiquement parlant, ils sont isolés. Les Américains taxent à 25% prochainement les importations européennes. La Russie ne veut plus commercer avec l'Europe. La Chine, elle, de son côté, va se rallier avec la Russie. Donc l'Europe va se retrouver isolée au niveau militaire, au niveau économique. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que les prix vont rester stables? Les prix vont encore augmenter. Et si les prix augmentent, ils continuent à augmenter, parce que vous savez très bien que l'énergie a été multipliée par 5. Vous savez très bien que les prix, allez prendre votre ticket de caisse il y a 4 ans et maintenant, vous allez vous rendre compte que les prix ont sérieusement augmenté, sérieusement. Mais dans la configuration actuelle, évidemment, je me pose la question, que se passerait-il si, face à cet isolement de l'Europe dans la scène internationale, les prix augmentent encore 2 fois, du double, et que les citoyens n'auront plus de quoi se nourrir? Moi, je me pose la question. Cette question m'est posée, je me pose cette question-là par rapport au fait que la défense nationale belge il veut recruter des militaires, des jeunes militaires pour également la défense nationale belge. Parce qu'il faut être honnête, cette demande de recruter des jeunes militaires, c'est quand même assez étonnant. Alors, je me pose la question, est-ce qu'on veut recruter? Ça, c'est une question que je me pose, hein, parce que, bon, j'ai quand même le droit de me poser des questions. C'est de me dire, est-ce que certains politiques, est-ce qu'ils craignent une flambée de prix au point de voir à terme des citoyens ne plus pouvoir payer ce qu'ils doivent payer pour vivre, et donc qu'il y ait une implosion? Parce qu'on nous parle d'explosion, on nous parle de guerre à l'extérieur, mais on ne nous parle jamais d'un risque d'implosion. Et je me pose cette question, si cette armée de jeunes militaires, est-ce que c'est pas pour faire face à peut-être, je dis bien peut-être, à un risque d'implosion? Mais j'ai le droit en tant que citoyen, être humain, je ne suis pas un robot, j'ai le droit de me poser des questions.
Et est-ce que ça signifie que la situation va être de mal en pire, vraiment? Alors, concernant l'avenir de l'Europe, vous croyez vraiment que l'Europe va encore survivre à cet isolement? Regardez un peu la manière dont Meloni réagit après les rencontres de Donald Trump. Regardez un peu. Meloni s'entend très bien avec Donald Trump, mais en même temps, elle est coincée entre deux chaises. L'Italie est un État membre de l'Union européenne qui finance quand même beaucoup. C'est, je crois, le troisième ou quatrième pays à donner plus que les autres pour le fonctionnement de l'Union européenne. Et comment peut-elle, en tout cas, se positionner en faveur des États-Unis et en défaveur de l'Europe? C'est compliqué, surtout comme État fondateur de l'Union européenne. Et si vous regardez un peu les discours qui ont été échangés entre Meloni et Trump, et si vous regardez, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu, euh, lorsque les États les États de l'Union européenne se sont rencontrés pour, soi-disant, financer l'aide en Ukraine, l'Italie n'était pas présente. Tout ça pour vous dire que il y a aussi un risque d'implosion au sein des États membres de l'Union européenne. Et que ceci sera facilité par les actions qui sont menées par Trump. Les actions qui sont menées par Trump sont telles que l'Europe va inévitablement se disloquer. C'est quasi inévitable. Pourquoi? Mais c'est très simple. Parce que, très simplement, l'Europe va vouloir agir encore et davantage assortie de l'argent, que les prix vont encore flamber et flamber, mais ce que vous ne savez pas, ce que les gens ne savent pas, c'est que Donald Trump a annoncé qu'il allait mettre en place ce que l'on appelle une carte d'or pour les riches. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il va faire, c'est qu'il va consentir aux entreprises qui développent des activités importantes de pouvoir les attirer au niveau du sol belge, du sol américain, dans une optique de faire venir des fortunes en Amérique. Et donc, imaginez-vous un instant, comme ça vous comprenez la stratégie de Trump et le fait que l'Europe va malheureusement s'effriter. Imaginez-vous un producteur français qui produit du champagne, que 95% de son activité porte sur l'exportation du champagne en Amérique. S'il reste en France, il sera taxé à 25%. S'il produit aux États-Unis, il ne payera pas un euro. Que va faire ce grand producteur de champagne? Vous croyez qu'il va rester en France? Je vous parle du champagne comme je pourrais vous parler de la bière, comme je pourrais vous parler de n'importe quel service ou produit, évidemment. Donc, on va assister inévitablement à de la délocalisation. Délocalisation des entreprises à l'extérieur de l'Europe. Mais donc, si vous avez des entreprises qui se délocalisent en dehors de l'Europe,
le PIB au sein des États va diminuer. Si le PIB diminue et que l'Europe réclame au sein de chaque État membre de l'Union européenne de l'argent, à un moment donné, il y aura le goulot d'étranglement tel que ça passe ou ça casse, comme on dit. Et donc, légitimement, je me pose la question, si, mais je me la pose simplement la question, hein, et ce n'est qu'une question, c'est de me dire, est-ce que le fait de vouloir mettre en place une armée jeune, de militaires jeunes, en Belgique, par exemple, pour l'intérieur du pays comme pour l'extérieur du pays, ce n'est rien d'autre de se préparer à, à une augmentation excessive des prix au point que les gens vont se retrouver démunis sans ressources, avec des saisies immobilières et autres, et se retrouvent avec rien. Mais ça, c'est une question légitime que je me pose en tant que citoyen, évidemment, et mon propos se veut exclusivement, je le rappelle, politique. Et j'analyse l'actualité de ce que je lis et de ce que je vois. Donc, je ne peux que m'apprêter à voir, parce que, vous savez, ça fait quand même 3 ans, voire depuis 2020, 4 ans même, que nous faisons l'analyse de l'actualité, et je peux vous dire que on ne s'est jamais trompé. Jamais trompé dans les informations. Et donc, j'espère pouvoir me tromper dans ce que je dis, mais je peux vous dire que l'Europe est au plus bas, et je peux vous dire que si l'Europe ne met pas en place une stratégie intelligente à l'échelle internationale, avec des partenaires de poids pour sortir la tête de l'eau, je peux vous dire que certains États vont se préparer pour quitter le navire et quitter l'Europe. Et vous savez, et certains vont quitter lorsque des gros bonnets, des grosses entreprises, vont quitter le sol européen, vont licencier du personnel et la sécurité sociale va être impactée encore et davantage. Voilà. Et ça, c'est pourquoi? Ça, c'est parce que, très simplement, on nous a dit que, voilà, on nous dit, hein, moi je vois ça dans la presse, où on nous dit que on veut respecter les valeurs de la liberté de l'information. Ça, c'est ce qu'on dit dans les médias, hein. Moi, je ne fais que lire ce que disent les médias et dire que on est dans une démocratie où il faut la liberté d'expression. Mais ce que le vice-président des États-Unis a déclaré lors du discours à Munich, que en Europe, c'est ce qu'il a dit, en Europe, il n'y a visiblement pas de liberté d'expression et d'une liberté de diffusion d'informations. C'est ce que le vice-président des États-Unis a dit. Vince. Et les États-Unis et les États membres de l'Union européenne ont été étonnés, choqués de ce que le vice-président des États-Unis a dit. Ils étaient choqués face au fait que son discours heurte les valeurs démocratiques de l'Europe.
Alors, il faisait référence évidemment aussi à ce que, vous savez, en Europe, on veut mettre en place un système qui fait que si il y a des informations qui pourraient mettre à mal, soi-disant, la vraie information, qu'un système de censure puisse intervenir plus efficacement au nom de la bonne information, dont la garante est l'Europe. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que l'Europe va garantir une information neutre et indépendante, dans l'intérêt du citoyen. Pas dans l'intérêt de l'Europe, dans l'intérêt du citoyen. Ça, c'est ce que l'Europe dit. Mais l'Europe a fait une très grave erreur. Les politiques ont fait une très très grave erreur. C'est d'avoir menti au peuple. Et notamment au peuple belge. Et quand je vois un peu les, les prises de position de certains citoyens, des citoyens, sur la mise en place d'une armée belge, par exemple, je constate que les Belges, en tout cas parmi celles et ceux qui ont laissé des commentaires dans différentes plateformes, ils sont pas très chauds d'aller en guerre en Ukraine. Parce qu'ils ont compris, parce qu'ils comprennent que l'Europe a été beaucoup trop loin, que le peuple belge a toujours voulu la paix, et que l'Europe a toujours investi dans la guerre, en investissant près de 50 milliards d'euros. Et ça ne pardonne pas. L'Europe a mis à mal la confiance des Européens. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce soit en Belgique ou que ce soit dans les autres pays, il y aura une perte de confiance totale et des citoyens européens vis-à-vis des institutions, parce que très simplement, on leur a dit des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Très déçus du politique. Et je rappelle que mon discours se veut exclusivement politique en tant que citoyen dans le cadre de droits et libertés. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de partager avec vous une analyse et des questions que je me pose en tant que citoyen. Un citoyen comme vous, comme moi. Voilà. Voilà, j'espère que ce JT de DL vous a permis de mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça aussi que Trump a déclaré qu'il voulait annexer le Groenland au territoire des États-Unis. Pourquoi? Parce que si vous additionnez le Groenland avec l'Ukraine, ces deux territoires forment à eux deux seuls trois quarts de la réserve non exploitée dans le monde sur les matières rares pour le développement de l'intelligence artificielle, pour l'armement militaire. C'est pour ça que Trump voulait annexer le Groenland, et c'est pour ça que Donald Trump demande 50% des minerais ukrainiens. Et de toute façon, quelle que soit la décision européenne, de toute façon, c'est les Américains qui vont avoir ce qu'ils veulent. Parce que l'Europe n'est rien face aux Américains, il faut être très clair. Et
Et ça a été un manque de stratégie totale de la part des Européens d'avoir agi comme ça vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis du conflit Russie-Ukraine. Si l'Europe avait agi avec neutralité, si l'Europe avait agi avec transparence, eh ben on n'en serait pas là. On ne serait pas dans une Europe isolée. Et donc, attendez-vous à avoir une augmentation de plus en plus importante des prix. Alors, moi, je suis quand même assez étonné. Quand je dis étonné, c'est très faible. Mais au moment où on négocie, où les États-Unis négocient avec la Russie en écartant l'Europe, comme si l'Europe n'existait pas, eh bien, vous avez des grèves en Belgique. Vous avez des grèves en Belgique. Et donc, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que finalement, cette grève qui intervient à un moment crucial dans la chute de l'Europe, est-ce que ce n'est pas pour faire diversion sur ce qui se passe à l'échelle internationale? Je me pose la question, uniquement la question. Et puis chacun se fera une idée de réponse pour se dire, tiens, finalement, est-ce que ces manifestations, finalement, c'est pas du jeu pour nous aveugler en se disant, tiens, on ne sait plus bouger, on ne sait plus se déplacer, tiens, il y a quelque chose qui se passe, tiens, il y a des gens qui pensent à nous, les gens qui manifestent au niveau syndical, ils pensent à nous, ils pensent aux droits des citoyens. Donc moi, de mon côté, je ne me tracasse pas la tête, et les gens ne se tracassent pas la tête, hein, et ils pensent que leurs droits seront défendus sans problème, garantis 100% par le politique, hein, qui vraiment pense vraiment aux citoyens dans toute sa splendeur pour que on ait une Europe prospère, hein. Donc voilà, avec vraiment des vraies règles qui, euh, qui nous permettent d'avoir une sérénité, mais en même temps une sérénité dans l'espoir que nos jeunes vont trouver un vrai job, gagner leur vie. Mais en même temps, je me pose la question, je me dis, mais tiens, pourquoi en même temps on nous dit l'Europe est isolée et en même temps ils veulent réduire les pensions, ils veulent réduire la sécurité sociale, ils veulent réduire l'intervention au niveau des soins de santé. Tiens, tiens, est-ce que c'est lié? Tiens, on commence à réduire les budgets au niveau de la sécurité sociale, on veut taxer les plus-values sur actions, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Ils commencent à parler de taxation des loyers, rendre contraignant le tableau pour la fixation des loyers. Donc tout pour taxer plus. Alors les gens se disent, mais et les gens ne se posent pas la question, ils se disent pas, tiens, comment ça se fait que le MR, qui soi-disant est contre la taxation, que on a un gouvernement plutôt de droite, les gens ne se posent pas cette question-là. Comment ça se fait qu'on a un gouvernement de droite et qui adopte une politique de gauche? Tiens, les gens ne se posent pas cette question-là. Et certains me diront que finalement, est-ce qu'on nous berne en tant qu'électeurs? Est-ce qu'on est berné en se disant que finalement, les bleus et les rouges, est-ce qu'ils sont de concert? Est-ce que on
on nous adopte des programmes au niveau des élections, en sachant que le programme n'a aucune valeur juridique. Pas de valeur juridique. S'ils ne respectent pas le programme, il n'y a pas de contrainte. Et donc, est-ce qu'on nous ment? Parce que c'est vrai que c'est plus facile de faire déplacer des citoyens avec du rouge ou du bleu. C'est vrai que le rouge, ça me fait penser un peu le rouge pour le taureau. Hein, vous voyez, le taureau qui est excité par le rouge. Alors les gens, le taureau est attiré par le rouge. Et vote rouge. Et d'autres sont attirés par le bleu. Mais finalement, est-ce qu'ils vont tous au même endroit et se font tous berner? Eh bien, on se rend compte que tout le monde a été berné, vu que l'Europe est en train d'être isolée dans la scène internationale, et on va voir que on va s'effondrer progressivement. Et ça à cause du politique. Et c'est pour ça que mon propos se veut politique aussi. Donc voilà, les amis, donc je pense que les choses sont claires, et en même temps, les carottes sont cuites. Il nous reste peut-être plus que les yeux pour pleurer, mais je peux vous dire que je suis quand même content de ce qui se passe. Parce que de toute façon, euh, on ne pouvait plus continuer comme ça. Et la sanction de l'Europe viendra de l'extérieur, pas de l'intérieur. De toute façon, l'Europe ne peut rien faire sans les puissances extérieures. Et je suis content que parfois, une leçon doit être donnée à l'Europe, mais malheureusement, c'est trop tard. Et donc, on va voir, préparez-vous à avoir un effritement. Ça, c'est clair, c'est net. Et l'Europe n'aura pas sa part de gâteau dans les minerais ukrainiens. Pourquoi? Parce que c'est décidé à l'avance. La Russie aura sa part. Les Américains auront leur part, 50%. Et les Européens n'auront rien du tout. Parce que les Américains, c'est clair que, clair et net, ils n'auront rien. Et ils n'auront pas la part des avoirs russes gelés, parce que les Russes ne seront pas d'accord et ils diront non. Et même si la France, la Belgique continuent à déployer de l'argent pour la guerre en Ukraine, eh ben, cet argent-là sera dépensé au détriment des intérêts des citoyens. Et on va payer plus de taxes. On va payer plus de taxes pour rien. Et alors certains me disent, mais tout compte fait, cet argent-là, qui est finalement des deniers publics, mais cet argent-là, finalement, est-ce qu'il est bien géré par le politique? Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de responsabilité dans le chef de l'État qui gère mal les deniers publics? Parce qu'il faut se poser, moi je me pose cette question-là, je ne sais pas si vous la posez, mais quand vous savez que les Américains ont dit « je sors de l'OTAN, je ne donnerai plus d'aide à l'Ukraine », et quand vous savez que l'aide américaine était au moins 3 fois plus que celle de l'Europe, entre 50, Macron dit 100 milliards, mais quand je regarde un peu sur le site de l'Europe, c'est à peu près 48 milliards qui ont été versés à l'Ukraine et pas 100 milliards. Et quand je regarde l'aide américaine, plus de 300 milliards, ben si les Américains n'aident plus pour soutenir l'Ukraine, ben, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, on peut se poser la question de savoir, mais si la Belgique continue à dépenser de l'argent pour de la guerre sans soutien américain, mais est-ce que
le politique gère bien les deniers publics? Ça, c'est la question que je me pose, hein. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de l'État, du politique, dans la bonne ou la mauvaise gestion des avoirs, des deniers publics, dans le cas des impôts, la gestion des impôts? Et donc, peut-être que, en tant que citoyen, je me pose trop de questions. Ça, c'est possible, hein. Peut-être que je dois être serein et me dire que, tout compte fait, je ne dois pas m'inquiéter parce que nous avons des politiciens très compétents qui défendent les intérêts du citoyen. Ça, c'est possible. Tout est possible. On nous a tellement dit de plein de choses, et c'est encore plein de choses qu'on nous raconte. Mais en même temps, quand je regarde un peu de plus près, je m'interroge sur le fait que j'ai beaucoup de doutes. Et donc, voilà. En tout cas, vous pouvez le noter, hein, parce que attendez-vous, vraiment, sortie des capitaux, les gens partent, les gens investissent ailleurs, des licenciements, des faillites, moins de PIB, moins d'argent, les citoyens, les États n'auront plus d'argent à verser au niveau européen. Qu'est-ce qui se passe? Certains vont se retirer de l'Europe. Et donc, s'il y en a un qui sort, il y en a un deuxième qui va sortir, puis un troisième, et puis ce sera un des membres fondateurs de l'Union européenne. Il suffit de regarder un peu la presse, que ce soit en Europe ou que ce soit à l'extérieur de l'Europe, vous allez vous rendre compte qu'on converge vers cette tendance-là. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo pour ne plus que partager des réflexions, hein. C'est toujours bien de discuter et de partager l'information. Voilà, comme en tant que citoyen, j'ai envie de partager avec vous, au nom et pour le compte de Droit et Liberté, ASBL, les actualités de la semaine. Voilà. Une bonne soirée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.